On vous fera un virement dans les prochains jours. Et bien, on est prêt à vous écouter. Alors, votre micro, il est ici. Alors, je vais couper le mien. On m'entend là? Ouais, nickel. Je préfère garder le masque, donc... Attends, là, je dois cliquer quelque part? Non. Attends la présentation. Alors, c'est à moi de le faire, c'est ça? Ok. D'accord, ok, ouais. Alors, donc, il manque la première slide. Ah, voilà. Et normalement, je peux mettre en plein écran. Là? Ça doit être ça. Ah. Alors, affichage. Ouais, je pense que ce sera plus simple parce que... Ouais. Ça... Ça charge, ça charge. Donc, si normalement tout va bien, on va faire 2 petits clics. Ça charge, ça charge. Donc, si normalement tout va bien, on va faire 2 petits clics. Ça charge, ça charge. Donc, si normalement tout va bien, on va faire 2 petits clics. Ça charge, ça charge. Donc là, je le laisse comme ça et c'est bon? Ok. Eh bien, bonjour à tous. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis très contente d'être ici pour ce prix de thèse, donc pour récompenser mes travaux de thèse qui portaient justement donc, sur la localisation des déformations dans les failles de détachement océanique, dans le cas extrême d'une dorsale lente à très faible budget magmatique. Donc, ma thèse a été effectuée sous la direction de Mathilde Cana à l'Institut physique du globe de Paris et a fait le fruit de collaboration avec Andrea Tomasi, Luc Lavier et Susan Jams. Alors... ok.
Je la vois pas. Ah oui, d'accord, ok, voilà. Alors, déjà, recommençons par définir le terme de dorsale. Donc, vous avez ici une des premières cartes du relief des fonds marins. Et les océans abritent des structures géologiques uniques, les dorsales, donc, qui forment des chaînes de volcans et de montagnes sous-marines sur plus de 60 000 km autour du globe. Et donc, les dorsales, ce sont en fait des limites de plaques divergentes. Et en s'écartant, les plaques font remonter du matériel asténosphérique à plus faible profondeur et à de plus faibles pressions, ce qui engendre une fusion partielle. Et le magma ainsi généré, c'est censé bouger, mais, soit s'exfiltre vers la surface et forme des coulées de lave, soit cristallise en profondeur. Et les roches ainsi formées par refroidissement du magma forment la croûte océanique. Pendant ma thèse, j'ai étudié les dorsales dites lentes, c'est-à-dire celles qui s'écartent avec une vitesse inférieure à 40 mm par an. Donc, sur la gauche, vous avez une coupe bathymétrique de l'axe de la dorsale médio-atlantique. Donc, l'axe est ici et il est caractérisé par une vallée axiale qui est délimitée par de forts reliefs. Quand on regarde une coupe de cette zone, on a donc la plaque tectonique qui correspond à la lithosphère, qui est divisée en une partie cassante et une partie plastique. Et à l'axe, on a de grandes failles normales, appelées failles de détachement, qui exhument des roches mantéliques depuis la base de la lithosphère cassante jusqu'en surface sur les fonds océaniques. Et donc, ces structures nécessitent des moyens d'affaiblissement conséquents pour autoriser un tel déplacement le long de la faille et permettre une flexure du mur de faille en surface. Donc, un des mécanismes bien connus d'affaiblissement est l'hydratation des roches des fonds océaniques. Donc, vous avez ici une péridotite abyssale, donc, qui est serpentinisée, c'est-à-dire altérée par l'eau de mer. Donc, vous voyez qu'elle est beaucoup plus terne et beaucoup plus friable qu'une péridotite dite fraîche. Et sa composition minéralogique, donc les olivines et les orthopyroxènes, sont remplacées partiellement par des minéraux hydratés qui sont plus faibles et qui vont permettre de localiser la déformation dans les niveaux supérieurs de la lithosphère, où la circulation de fluide est active. Non, c'était pas ça. Et en revanche, les mécanismes qui se déroulent en base de lithosphère sont beaucoup moins bien connus. Et ce qui a motivé mon sujet de thèse, c'était de comprendre comment ces failles de détachement s'enracinaient dans la partie plastique de la lithosphère et quels étaient les mécanismes de déformation dans ces endroits profonds. Et plus particulièrement, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment on faisait des détachements dans une dorsale à faible budget magmatique, car c'est le cas de la partie orientale de la dorsale sud-ouest indienne, donc entre 62 et 65 degrés est. Donc vous avez ici une carte des reliefs sous-marins. Et chaque symbole que vous voyez est en fait une drague. Donc c'est une façon de récupérer des roches sur les fonds océaniques. Donc on tracte une nasse sur les reliefs sous-marins et on récupère donc des roches. Et donc chaque symbole correspond à une drague et la couleur réfère à la lithologie qu'on a récupérée. Donc vous voyez que l'apport magmatique, il est concentré autour de quelques édifices volcaniques axiaux, donc là où on récupère des basaltes. Et on a de grands corridors où le plancher océanique est quasiment uniquement composé de péridotites serpentinisées en vert. Et donc la découverte de ces corridors a défini un troisième type d'accrétion océanique, donc qu'on appelle smooth seafloor, où la divergence des plaques est accommodée par une succession de détachements à vergence opposée, ce qui contraste avec le modèle que je vous ai présenté juste avant, avec des péridotites, des roches du manteau sur une plaque et un plancher volcanique sur l'autre, ou une accrétion plus magmatique. Et pour comprendre cette géologie particulière, j'ai étudié un jeu de 400 échantillons de péridotites récoltés le long de ces corridors amagmatiques. Donc vous avez ici deux exemples de péridotites plus ou moins serpentinisées, et vous voyez que l'olivine, au lieu d'avoir une couleur verte, fraîche, elle est complètement oxydée, donc on a une patine brunâtre. Et en lame mince,
on a pu voir deux types d'échantillons. Donc, dans certains échantillons partiellement serpentinisés, on conserve l'olivine, donc le constituant majoritaire, donc, qui est en couleur fuchsia ici, tandis que dans les échantillons complètement serpentinisés, on n'a plus du tout d'olivine. Donc, on a une perte d'informations sur la déformation. Et c'est pourquoi je me suis principalement intéressée à ces échantillons partiellement serpentinisés. Et leur étude a permis de montrer 4 grands types de déformations basés sur la déformation de l'olivine, donc allant de A0 très peu déformé à A3, où les olivines sont fortement déformées et recristallisées. Pour faire simple, en fait, on a 40% des échantillons qui sont fortement déformés. En voici un exemple. Donc vous avez ici une microphotographie en lumière polarisée d'un échantillon avec les orthopyroxènes en gris et les olivines, c'est toute la couleur fuchsia qu'on peut voir ici. À droite, vous avez une cartographie réalisée pour pouvoir mieux comprendre la déformation dans cette roche. Donc vous avez les orthopyroxènes en gris foncé, les spinels en marron et l'olivine en gris clair. Et à cela s'ajoutent les déformations. Donc, les deux principales déformations qu'on peut voir ici sont les bandes de recristallisation à grains fins, qui sont en orange, principalement localisées le long des pyroxènes, et les kinks dans les olivines, donc soulignés en bleu ici. Donc, c'est ce qu'on voit, c'est les bandes de couleurs différentes que l'on voit en lumière polarisée. Et cela montre des déformations, des indices de déformation plastique. Donc, ce sont les sous-joints, donc ce sont les petits traits noirs que vous voyez un petit peu partout sur la cartographie, et qui sont visibles par des bandes sombres en lumière polarisée. Donc cette cartographie nous montre déjà deux choses. C'est que la déformation est très hétérogène. Voilà. Donc cette cartographie nous montre déjà deux choses. C'est que la déformation est très hétérogène. Je peux continuer ou... Je recontinue ? Ok. Donc, on a une déformation très hétérogène puisqu'on voit la coexistence d'olivines très peu déformées, comme ces deux-là, avec des olivines kinkées fortement déformées. Et ces olivines kinkées et les bandes de recristallisation à grains fins vont nous donner des indications sur les conditions de la déformation. Donc, on a deux types d'assemblages recristallisés, monominéraliques, donc constitués d'olivines recristallisées dans les olivines, et polyminéraliques le long des pyroxènes. Donc, dans ces domaines monominéraliques, la taille des grains d'olivine est corrélée aux contraintes déviatoriques, c'est-à-dire aux contraintes qui sont nécessaires à la formation du grain. Donc, pour pouvoir obtenir ces contraintes, j'ai mesuré différentes zones, j'ai mesuré les tailles de grains dans différentes zones et reporté les moyennes sur cette relation entre taille de grain et contrainte. Et pour une taille de grain de 13 micromètres, réalisée avec un peu plus de 500 grains, on obtient une contrainte de 200 mégapascales, donc c'est une forte contrainte. Avec les assemblages recristallisés polyminéraux, j'ai utilisé ce qu'on appelle des géothermomètres. Donc ce sont des méthodes de calcul de température qui sont basées sur la diffusion des éléments. Lorsque le système ne diffuse plus, on garde une composition chimique des minéraux définie et on peut en extraire des températures. Et donc, j'ai pu observer une température de plus de 850 degrés dans ces assemblages, avec une dispersion entre 800 et 1000 degrés. Donc, pour résumer, on a une déformation de haute contrainte, de haute température, et l'assemblage est... on a dans ces assemblages polyrecristallisés du spinel, ce qui nous indique qu'on est dans le champ de stabilité du spinel, donc à des profondeurs de plus de 20 km. C'est pourquoi nous pensons que les déformations observées reflètent l'enracinement du détachement en base de lithosphère et que les fractures et les cisaillements qui composent le détachement s'enracinent dans un réseau de micro-cisaillements anastomosés, plastiques à semi-cassants, et qui permet l'exhumation de roches à des degrés de déformation variables. Et notamment, les échantillons les plus déformés ont été déformés dans ces zones de micro-cisaillement. Nous avons voulu voir ensuite s'il était possible, si ces informations microstructurales permettaient d'expliquer la géologie particulière de cette zone.
Donc, à l'aide d'un modèle numérique d'extension lithosphérique, on a voulu voir s'il était possible d'obtenir des détachements successifs à vergence opposée, comme observé sur la zone, en tenant compte d'une lithosphère cassante épaisse de 20 km de profondeur et en utilisant deux mécanismes d'affaiblissement observés dans les échantillons, donc la serpentinisation pour des températures inférieures à 350 degrés et la réduction de taille des grains pour des températures allant de 800 à 1000 degrés. Donc, sans entrer dans les détails du modèle, donc le modèle c'est une boîte de dimension finie sur laquelle on impose un demi-taux d'expansion sur chaque extrémité qui correspond à ce qu'on observe dans la zone d'étude. La structure thermique est fixée donc, par 3 isothermes, 2 degrés en surface, donc la température au fond des océans, 1260 degrés à 50 km de profondeur, et l'isotherme 800 degrés est fixé à 20 km en accord avec les résultats microstructuraux. Nous avons testé les deux mécanismes d'affaiblissement séparément puis combinés. Donc, vous avez ici 3 exemples de 3 modèles différents. Donc ici avec serpentinisation, donc on voit qu'on observe des failles de détachement qui sont réalisées, mais pas de détachement successif à vergence opposée. Lorsqu'on utilise la réduction de taille des grains, on a effectivement ces détachements successifs à vergence opposée, mais on a un relief qui est très fort, beaucoup plus fort que ce qu'on observe dans la zone. Et enfin, lorsqu'on combine les deux mécanismes d'affaiblissement, on obtient donc des détachements successifs à vergence opposée et un relief axial qui est cohérent avec ce qu'on observe dans la zone d'étude. Donc pour conclure, ma thèse a permis de mettre en évidence que les péridotites abyssales récoltées le long de ces deux corridors amagmatiques ont enregistré une déformation de haute contrainte et de haute température qui reflète la zone d'enracinement du détachement, que la manifestation la plus extrême de cette déformation est la réduction de taille de grains, qui est contrôlée par la distribution des orthopyroxènes et des olivines Quincke, et que ce mécanisme permet d'expliquer la géologie particulière qu'on a sur la partie orientale de la dorsale sud-ouest indienne, puisqu'il permet de reproduire des détachements successifs à vergence opposée, avec une fréquence et un relief similaire à ce qu'on observe dans la zone d'étude. Et je vous remercie beaucoup de votre attention et de me permettre de présenter ces résultats. Mais s'il y a une question, on peut quand même prendre le tour d'une question. Moi, ça m'a paru très clair, mais et très intéressant. Donc voilà, vous avez ça. Quand c'est clair, il n'y a pas de question. Voilà.